l'agence So Wine présente So Wine Talks. La première série de podcasts analysant les tendances marketing et communication dans l'univers du vin et des spiritueux. Depuis 2010, So Wine dévoile chaque année les résultats de son baromètre So Wine Dynata, la première étude sur les habitudes des consommateurs français de vin, de champagne, de bière, de spiritueux et de produits no-lo. Pour ouvrir cette nouvelle édition, voici un focus sur les Français et le digital. En 15 ans, comment le digital a-t-il révolutionné la manière dont les Français s'informent, achètent et interagissent autour du vin et des spiritueux? Quelles évolutions observe-t-on dans l'usage des réseaux sociaux, la relation des Français aux influenceurs ou encore l'essor du e-commerce? Pour ce premier épisode spécial baromètre So Wine Dynata 2025, une plongée au cœur de ces nouvelles dynamiques digitales avec Sylvain Dadé. Aujourd'hui, Sylvain, on se retrouve pour le premier épisode de ce baromètre 2025 et nous allons commencer avec un focus sur les Français et le digital. Si on se parle du digital aujourd'hui, c'est aussi parce que le digital est un peu la source de la création du baromètre. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi et dans les grandes lignes, les évolutions que vous avez constatées, dont on reparlera après plus en détail? En 2010, quand on a choisi de créer le baromètre, le fait générateur de cette étude, c'était l'impact des nouvelles technologies sur le comportement des consommateurs de vin en France. En 2010, si on se remet sur cette période, on était déjà bien sûr à l'ère Internet, mais avec une transformation qui était plutôt en devenir en marche. L'univers du vin, c'est pas forcément l'industrie en termes de transformation digitale qui a été la plus avant-gardiste, mais il y avait déjà en fait l'impact des sources numériques dans l'accès à l'information. C'était le début des réseaux sociaux. Ça commençait à se développer. On était déjà un petit peu dans le boom des blogs. Les influenceurs, les créateurs de contenu à l'époque, ils étaient plutôt dans un sens du rédactionnel avec les blogs. Et puis il y avait aussi les forums. On oublie, mais ça existe encore un petit peu. Mais les forums, qui sont peut-être plutôt des groupes maintenant sur Facebook, étaient assez développés. Et il y avait des forums qui étaient spécifiquement en fait dédiés à l'univers du vin et des spiritueux. Et en fait, il y avait une grosse question à l'époque qui était de dire est-ce que ces nouvelles technologies vont avoir un rôle à jouer dans l'aide à la décision, notamment de vin, dans l'exploitation de sources d'informations. Et c'est vraiment l'ensemble de ces sujets-là qu'on voulait pouvoir comprendre et analyser à l'aide de chiffres. Et de manière à ce que, dans nos propres réflexions, la manière de conseiller nos clients en termes de recommandations, on le fasse de façon éprouvée avec des chiffres et des éléments de tendance permettant en fait à la fois d'argumenter, mais surtout d'avoir des sources d'informations dont on ne disposait pas du tout à l'époque. Et quelles grandes évolutions est-ce que vous avez vues? Les grandes évolutions, en fait, c'est effectivement le fait qu'avec le développement notamment des smartphones, parce qu'au début de l'étude en 2010, c'était vraiment encore le tout début du téléphone. Donc l'usage Internet, il était quand même souvent desktop à la maison. Évidemment que l'impact du développement des smartphones et du portable et de l'accès à Internet connecté au quotidien a fait évoluer les pratiques, puisqu'en fait, aujourd'hui, l'accès à n'importe quelle source d'information, elle est au bout du doigt avec son smartphone, ce qui n'était pas le cas à l'époque. Bien sûr, l'impact du e-commerce, le fait de pouvoir acheter du vin, des spiritueux en ligne, ça c'est quelque chose qu'on voulait comprendre à l'époque, d'ores et déjà savoir en fait l'impact que ça aurait. Et ce qu'on a pu bien sûr mesurer, l'impact et le développement du e-commerce. Et puis ensuite, il y a tout le sujet, on va dire, de la recommandation. Et cette idée de dire les réseaux sociaux en particulier. Et à l'époque, en fait, il faut se remettre, en 2010, on se posait la question de dire est-ce qu'il y aurait un jour un Facebook du vin? En fait, en l'occurrence, c'est Facebook qui est devenu le Facebook du vin en partie. Il n'y a pas véritablement de réseau social qui s'est imposé, même s'il y a eu certaines initiatives avec, pour épine dorsale, l'accès à l'information sur la culture vin ou spiritueux. Et donc, en fait, c'est cet élément de recommandation, le fait que le bouche à oreille, ça c'est quelque chose qu'on mesure depuis longtemps, a un impact assez important dans l'aide à la décision, que ce bouche à oreille, en fait, au final, il s'est beaucoup digitalisé. Évidemment, la recommandation d'un proche
qui était potentiellement en 2010 un peu plus peut-être le repas du dimanche soir avec tonton ou papa. Bah, en fait, il s'est beaucoup transformé sur des recommandations qui peuvent être des recommandations du quotidien via les réseaux sociaux, la publication par des proches en fait de découverte, de dégustation. On va commencer par un focus sur l'utilisation des plateformes de social media aujourd'hui. Quelles plateformes les Français utilisent-ils? Alors les réseaux sociaux évidemment, c'est une des principales évolutions qu'on a connues depuis 2010 et ça a beaucoup structuré bien sûr les questions qu'on a adressées dans le cadre du baromètre et ce qu'on va du coup, examiner ensemble, sur cet horizon, 2025 en regardant un petit peu les perspectives sur les dernières années. Ce qu'on voit en fait, c'est que les réseaux sociaux, les plateformes social media continuent de jouer en fait un rôle assez structurant en fait dans le quotidien des Français. Les Français sont sur les réseaux sociaux, et dans un usage qui reste, assez régulier et assez fréquent. C'est-à-dire c'est pas seulement avoir un compte, c'est l'utiliser. Et nous, ce qu'on aime beaucoup examiner dans le cadre du baromètre, c'est justement cette notion de fréquence. Pas simplement un taux de pénétration, le nombre de personnes qui utilisent un réseau social, mais le nombre d'utilisateurs réguliers. Et ce qu'on relève, du coup, cette année, en 2025, comparé à 2024, c'est que les chiffres continuent de progresser pour certaines plateformes et sont en léger déclin pour les plus anciennes. Donc en l'occurrence, la plateforme, social media qui continue d'avoir le plus haut taux de pénétration, c'est YouTube, puisque tu as seulement 16 de Français qui ne l'utilisent pas, donc 84 de Français qui sont utilisateurs de YouTube, et ça, c'est moins 2 points, puisqu'on avait, du coup 86 d'utilisateurs en YouTube en 2024. Donc il y a un certain nombre d'utilisateurs, notamment occasionnels, qui ont quitté la plateforme. C'est la même chose pour Facebook, qui reste derrière YouTube la deuxième plateforme la plus utilisée, donc un carrefour d'audience encore assez important. On a 79 d'utilisateurs et on a perdu 2 points. Donc léger déclin, même si les utilisateurs fréquents restent relativement importants. On a 48 d'utilisateurs quotidiens sur Facebook en 2025 contre 35 pour YouTube. Donc une utilisation qui reste quand même très forte. Donc ça, c'est 2 plateformes, YouTube et Facebook, qui sont plutôt dans une logique un petit peu de régression. Et c'est compensé du coup par d'autres plateformes et en particulier Instagram qui continue de progresser de façon assez notable en 2025 en gagnant 5 points de pénétration. Donc on a au total une communauté d'utilisateurs sur Facebook qui est assez importante et qui représente 66% des Français utilisateurs d'Instagram et ça continue de progresser au niveau des utilisateurs quotidiens. On a 39 d'utilisateurs quotidiens sur Instagram. Donc une plateforme qui a vraiment une assez jolie dynamique sur 2025. LinkedIn est aussi une plateforme qui progresse. On a 44 d'utilisateurs actifs sur LinkedIn et également TikTok avec 44 d'utilisateurs de la plateforme, dont 24 d'utilisateurs quotidiens. Donc on va dire que YouTube, Facebook, ça décline un petit peu. En revanche, jolie performance d'Instagram, de TikTok et de LinkedIn cette année. Et est-ce que les Français suivent des influenceurs ou des leaders d'opinion sur ces plateformes? Oui, absolument. En fait, on leur pose spécifiquement la question, hein: «Avez-vous consulté au cours des 12 derniers mois, des comptes d'influenceurs, de créateurs de contenu sur ces différents réseaux sociaux?» Et on examine du coup dans le détail les performances de chaque canal, de chaque, plateforme, social media. Et sur cette dynamique, celle de suivre des créateurs de contenu, de suivre des influenceurs, en 2025, c'est TikTok, qui, prend la tête, et qui progresse à 66 du coup d'utilisateurs de réseaux sociaux qui, du coup, s'engagent sur TikTok à suivre des comptes d'influenceurs, des créateurs de contenu. Ça gagne 2 points, et c'est devant, du coup, Instagram, qui est à 62 cette année, plus 1 point. Donc 2 plateformes qui sont, sur ces aspects-là, très engageantes, enfin qui sont 2 plateformes très utilisées par les Français pour suivre en fait des influenceurs et des créateurs de contenu. En 3e position, on trouve Snapchat, donc évidemment plutôt tiré par la jeune génération, à 52 tout juste devant, YouTube à 51
Snapchat progresse de 2 points, tandis que YouTube régresse d'1 point. Mais la plateforme, en fait, qui enregistre la plus forte progression dans la dimension de suivi d'influenceurs, avec un gain de plus 5 points, c'est LinkedIn. Alors certes qui est, plus faible, hein, par rapport aux autres. On est à 30%, mais plus 5 points par rapport aux 25% qu'on lui comptait en 2024. Donc une plateforme qui engage un peu plus, du coup les Français sur cette dimension influenceur, créateur de contenu. Donc intéressant de voir la place qu'occupera, et on sait la place particulière qu'occupe LinkedIn dans une dimension plus professionnelle, dans cette notion, de créateur de contenu et dans une version peut-être justement un peu moins lifestyle et un peu plus, professionnelle sur la plateforme. Et est-ce que les Français accordent de l'importance aux recommandations des influenceurs? Évidemment, ça c'est la question, qu'on se pose chaque année. Est-ce que l'influence influence? Eh bien cette année, c'est assez polarisé. C'est-à-dire qu'en fait, on a quand même, du coup 39%, des socionautes qui suivent du coup des créateurs de contenu, des influenceurs sur les réseaux sociaux qui nous disent accorder de l'importance, aux conseils, du coup qu'ils prodiguent. Ça gagne 1 point, donc c'est 9% très haute importance, 30% beaucoup d'importance. Donc on a 39%, voilà, qui sont plutôt positifs, hein, qui sont plutôt dans cette logique de dire: «Oui, l'influence m'influence». On a 24% de neutres, donc ça, moins 9 points, et c'est au profit, en fait, d'une réaction, du coup, plutôt vers le pas d'importance ou aucune importance, à 37%, puisqu'on a 13% qui nous disent accorder aucune importance, donc on se demande pourquoi on les suivent en réalité, et puis 24% un peu, d'influence, un peu d'importance. Ce qui fait 24 plus 13, 37% qui accordent peu, voire aucune importance, et ça gagne 8 points. C'est-à-dire que les neutres sont plutôt mis dans le rang de ceux qui, du coup, ne voient pas forcément ces conseils comme quelque chose de très, très intéressant. Donc on voit qu'il y a une dimension assez polarisée entre ceux qui continuent évidemment de se trouver dans cet engagement d'influenceur, dans une dynamique de dire: «Bah oui, ça m'aide, oui, ça m'intéresse, oui, j'y crois et ça compte pour moi». Mais une partie d'entre eux qui finalement, se disent: «Bah non, en fait, en vérité, j'y crois peu». Et les Français achètent-ils effectivement après avoir été touchés par une recommandation de créateurs de contenu ou d'influenceurs? Alors, c'est une question qu'on pose, depuis, plusieurs années, hein. C'est concrètement, avez-vous déjà acheté un vin recommandé sur les réseaux sociaux que vous suivez? Et cette année, on a 18%, du coup, des socionautes qui déclarent, du coup, avoir transformé l'essai. Donc ça reste un chiffre, assez intéressant, près d'un cinquième, et ça progresse légèrement, en fait, par rapport aux 17% en 2024. Mais on avait déjà 18% en 2023, donc on va dire qu'on est plutôt dans une logique un peu stable sur ce sujet-là. Donc oui, il y a quand même un impact, mais c'est 18% des gens. Et est-ce que les Français utilisent aussi les plateformes pour suivre des marques de vin? Oui, absolument. En fait, il y a bien sûr un usage social, je dirais, on parlait de la notion d'entourage et de la capacité du coup à avoir, évidemment dans une approche relativement ludique ou une forme d'entertainment, en fait, dans l'usage des réseaux sociaux, l'accès aux conseils de ses proches, aux recommandations de ses proches. C'est aussi l'occasion bien de s'inscrire dans le fait de suivre des gens qui sont un peu plus distants, les influenceurs, et dans lesquels on se projette, et dans lequel, potentiellement on croit. Mais il y a aussi un usage évidemment assez direct qui est celui de suivre concrètement, des marques, des maisons et des domaines de vin. Donc c'est quelque chose qu'on analyse, et en l'occurrence, c'est plutôt sur des statistiques qui progressent, avec de façon un petit peu étonnante, mais en lien avec ce qu'on se disait tout à l'heure sur l'influence, TikTok, qui, se place en 1re, de ce classement à 28%, plus 4 points. Donc 28%, cette plateforme, du coup, utilisée pour suivre des marques, des producteurs ou des domaines. Juste devant, Instagram à 27%, qui gagne 1 point. Donc on va dire qu'ils sont à peu près tous les 2 à touche-touche, mais TikTok a une plus forte progression à plus 4 points. Donc ça, c'est les 2 plateformes, je dirais, qui sont les plus dynamiques et qui, du coup, engagent.
On trouvera ensuite, derrière, un peu plus loin, Facebook, à 21%, mais qui régresse de 2 points, et YouTube à 17%, qui progresse de 1 point. Et pour faire un focus un peu plus e-commerce, quelle est la part des Français qui achètent du vin en ligne? La part des Français qui sont donc acheteurs de vin en ligne, c'est 34%. Donc 34% des Français en 2025 qui déclarent en fait avoir acheté du vin sur internet. On gagne 1 point par rapport à l'année 2024 qui était à 33% et qui, était du coup sur un plateau descendant, depuis, le gros boom e-commerce, du covid. Puisqu'il faut se rappeler qu'on était à 46% en 2021. On avait gagné 15 points par rapport à 2019 qui était à 31%. Mais depuis, cet effet covid, en fait, ça s'est finalement je vais pas dire normalisé, en tout cas revenu un petit peu sur les taux, des années précédentes, en déclinant en fait, depuis 2021. Donc c'est la première année où on retrouve un petit peu de croissance, en tout cas dans les chiffres. Alors c'est 1 point, sur l'achat en ligne. En revanche, ce qui est intéressant, c'est de le mettre en perspective avec la fréquence. Parce qu'en fait, 34%, c'est ceux qui déclarent avoir déjà acheté, mais en fait, ça traduit pas ce chiffre vraiment en détail, la fréquence des usages. Et là, ce qu'on relève en 2025, et c'est un élément, je trouve, assez intéressant, c'est que ça progresse un tout petit peu en taux de pénétration, mais surtout en fréquence. C'est-à-dire qu'on a un peu plus d'acheteurs réguliers, qui sont du coup des acheteurs en ligne, potentiellement du quotidien. On a 8% de grands acheteurs, donc des acheteurs en ligne qui achètent une à plusieurs fois par semaine. 8% contre 6% en 2024, donc plus de points. On a 8% qui sont des acheteurs réguliers, quelques fois par mois, donc 8% contre 7%, donc plus 1 point en 2024. Et donc, naturellement, on a perdu un peu d'occasionnel. Donc en fait, c'est ça qui est assez intéressant, c'est que cette année, on voit que pour la part des gens qui sont déjà acquis pour la cause, ça se fait en fait du coup sur un geste, un peu plus régulier, un peu plus récurrent. Et pour ceux qui achètent en ligne, est-ce qu'on connaît le panier moyen? Oui, c'est quelque chose, on analyse le panier moyen. Et ça, c'est intéressant en lien avec ce qu'on vient de se dire sur la régularité. C'est qu'on voit que ce panier moyen, il a tendance à plutôt baisser, cette année. Donc on est presque un peu dans cette idée de peut-être commodisation en fait de l'usage d'internet, soit, pour accéder à des produits justement, potentiellement bon marché, ou pour acheter plus régulièrement en fait, des vins qui sont moins chers. Le panier moyen en fait, il se place principalement à 37% sur une fourchette de 31 à 50 €. Et ça baisse un petit peu au profit d'un panier moyen de moins de 30 €, qui progresse de 2 points à 16%. Bon, on a toujours une partie, du coup des acheteurs qui se positionnent sur des paniers moyens plus élevés. 27% entre 51 et 70 €, moins 1 point, et plus de 71 € à 20%, à ISO par rapport à 2024. Et sur quel type de site les Français achètent-ils? Donc, en lien avec cette notion peut-être de commodisation de l'achat en ligne, ce qu'on relève cette année, c'est une progression sensible de la grande distribution comme, principale, typologie de site, utilisée pour faire de l'achat en ligne. C'est 33% pour la grande distribution en 2025, et ça gagne 6 points. Donc c'est vraiment assez notable. Sachant que dans la grande distribution, c'est les sites de la grande distribution, on peut bien sûr, y loger également le drive. Mais c'est, du coup, avec les places de marché, la seule, catégorie qui progresse. Et du reste, intéressant vraiment de noter que ces places de marché, progressent de façon vraiment significative cette année, puisqu'ils se placent à 22%, du coup avec un gain de plus 7 points. Et si on doit du coup, terminer le trio de tête, avec la grande distribution, on a donc les cavistes à 30%, mais qui perdent 2 points, et les producteurs, donc la vente directe, les sites de vente directe des producteurs, à 27%, qui perdent 6 points, cette année. Et est-ce qu'on connaît les critères qui poussent les Français à acheter en ligne ou à l'inverse, les freins qui peuvent empêcher un achat? Bon, dans un contexte inflationniste qu'on connaît, en lien avec ce qu'on se disait sur le prix moyen, enfin sur le fait d'acheter plus régulièrement, mais du coup, à des positionnements prix, plus attractifs, 1er critère de choix, c'est, le prix, et en l'occurrence les prix attractifs, les offres promotionnelles, à 46%, donc assez loin devant les autres critères, et c'est un critère qui du coup progresse de 2 points cette année.
donc la sensibilité prix. Toujours le sujet des frais de livraison, qui a un impact direct sur le prix à 38%, mais qui perd 2 points. Et après, on est sur des sujets qui sont plus liés, du coup, à la qualité, à la fois de la sélection des vins ou à la qualité de l'information sur les vins. La qualité de la sélection, c'est 36% de réponses et la qualité de l'information sur les vins, 31%. Quant aux freins et à la réponse à la question: «Pour quelle raison n'avez-vous jamais acheté de vin sur internet?» Le premier item, qui reste, ou l'item qu'on trouve tous les ans, c'est la peur de la casse à la livraison, donc à 33%, mais qui perd à 3 points cette année. Le fait que les frais de port, sont perçus comme trop onéreux, à 24%, mais qui régresse aussi de 2 points. Et puis tout simplement le fait d'avoir besoin d'un conseil, d'un expert en direct, à 21%, moins 1 point. Ce qui est intéressant en fait de noter, et c'est là où on sait qu'il y a encore évidemment des marges de progression plus globalement, c'est que l'item «Je n'y ai jamais pensé», et en fait le deuxième critère à 28% et lui progresse, de plus 4 points. Et est-ce qu'on connaît bien les acheteurs de vin en ligne? Est-ce qu'on pourrait faire un genre de portrait robot de l'acheteur de vin en ligne? Alors si on fait cet exercice, hein, et qu'on vient recouper du coup certaines informations, liées, aux répondants dans le cas du baromètre, ce qu'on relève, c'est que c'est des profils d'acheteurs qui sont plutôt, assez jeunes, un peu plus jeunes. On a 33% de 18-25 ans, contre 15% en moyenne générale. 33% de 26-35 ans, contre 23% dans l'ensemble. Donc assez jeune. Plutôt un peu plus masculin, 46% pour les femmes, 54% pour les hommes. Et surtout, c'est un tout petit peu plus CSP. On a 41% de CSP+, contre 36% dans l'ensemble de la population française. Et c'est un petit peu plus urbain, notamment parisien, puisqu'on a 29% en région parisienne contre 19% pour l'ensemble. Par ailleurs, c'est des profils qui sont plutôt assez consommateurs de vin, qui sont assez engagés dans la catégorie. 65% du coup de ces acheteurs réguliers de vin en ligne consomment du vin au moins une fois par semaine. Donc 25% de manière quotidienne, 40% entre une à plusieurs fois par semaine. Donc on voit qu'ils sont relativement engagés dans la catégorie. 85% d'entre eux se disent intéressés par l'univers du vin, contre 57% pour l'ensemble. 56% se définissent comme amateurs éclairés, donc répondre à la question comment vous positionnez amateur éclairé, ça c'est versus 46% pour l'ensemble. Et on a même jusqu'à 13% de connaisseurs et d'experts contre 4% pour l'ensemble. Donc des gens qui sont voilà, à la fois intéressés et un petit peu plus actifs dans la catégorie. 65% de ces acheteurs suivent des marques, domaines ou producteurs de vin sur Instagram. Donc important, le rôle de l'influence, et en l'occurrence d'Instagram dans leur manière en fait d'accéder à l'information. Ils sont assez impliqués, et ça de manière assez régulière. 62% d'entre eux ont déjà acheté un vin recommandé sur les réseaux sociaux. Si on se remet sur le chiffre général, c'est 18% seulement. Donc ils sont beaucoup plus en capacité, du coup, à suivre en fait les conseils et les recommandations qu'ils reçoivent sur les réseaux sociaux. Et ensuite sur les achats, en fait, les acheteurs réguliers de vin, ils sont, un peu plus sur les sites de producteurs ou sur les sites de vente aux enchères. Et les acheteurs réguliers de vin en ligne, ils sont plutôt à privilégier de petits paniers. 58% dépensent moins de 50 € par achat. Et ça, c'est plus 10 points par rapport aux acheteurs occasionnels. Et 54% d'entre eux achètent 3 à 6 bouteilles par achat, ce qui est plus 9 points par rapport aux occasionnels. Donc on voit bien ici quand même un peu cette idée de commodisation en termes de cadre pour les acheteurs réguliers de vin en ligne. Là, on n'a parlé que de vin. Est-ce que vous avez aussi des informations concernant les spiritueux? Oui, on analyse également du coup la part de spiritueux achetés en ligne.
Et les chiffres sont plutôt bien orientés cette année, en 2025. Si on fait la comparaison, du coup, avec nos derniers chiffres en 2023, si on prend 2023 comme base d'analyse, on a 39% d'acheteurs qui se déclarent acheteurs en fait de spiritueux en ligne en 2025, contre du coup 34% en 2023. Donc on gagne 5 points. Une bonne dynamique, et cette dynamique en fait elle passe par des achats qui sont plus réguliers, puisqu'on avait en 2023, comme cette année, 17% d'acheteurs occasionnels. Et donc, c'est dans la part des acheteurs plus réguliers qu'on a de la croissance. En l'occurrence, 12% d'acheteurs réguliers, une à plusieurs fois par mois, plus 2 points, et 10% d'acheteurs très réguliers, une à plusieurs fois par semaine, à 10%, plus 3 points par rapport à 2023. Et sur quel type de site les Français achètent-ils les spiritueux ? Fait marquant cette année, si on compare toujours par rapport à 2023, c'est les sites en vente directe producteurs qui sont les premiers du coup pourvoyeurs de spiritueux à acheter en ligne, à 32%, donc plus 10 points, puisqu'on avait 22% sur cet item en 2023. Viennent ensuite du coup les sites de vente privée à 25%, les ventes aux enchères à 24%, et la grande distribution à 23%. Et la grande distribution, elle est du coup dans une dynamique baissière, parce qu'elle perd 8 points. On était à 31% en 2023 et on est à 23% en 2025. Donc quand même assez intéressant de noter sur les spiritueux, en tout cas en particulier, et par opposition, enfin en comparaison en tout cas avec l'univers du vin, où la grande distribution est quand même dans une plus belle dynamique. Bah là en fait c'est d'autres canaux en fait qui progressent, là où la grande distribution en l'occurrence régresse. Ainsi, en 2025, les Français sont plus connectés que jamais. Les réseaux sociaux jouent un rôle central dans ce paysage, avec une présence marquée des Français sur YouTube, Facebook et Instagram, mais aussi une montée en puissance de TikTok et de LinkedIn. L'influence de ces plateformes est indéniable. Presque un socionaute sur 5 a déjà acheté du vin suite à une recommandation d'un créateur de contenu suivi sur les réseaux sociaux. Cette transformation digitale profite également au e-commerce de vin. Plus d'un tiers des Français achètent désormais du vin en ligne, une pratique largement portée par les sites de grande distribution qui continuent de dominer le marché. Et, fait marquant de ce baromètre, plus d'un tiers des consommateurs de spiritueux ayant déjà acheté une bouteille en ligne se tournent vers les sites producteurs pour leurs achats. Une raison de plus, s'il en fallait, de conseiller aux marques de vin ou de spiritueux de soigner leur site internet et leur présence sur les réseaux sociaux. So Wine Talks reviendra dans quelques semaines pour décrypter à nouveau les tendances de consommation des vins et spiritueux. En attendant, si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager sur vos réseaux et à lui donner des étoiles sur vos applications de podcast préférées. Un épisode écrit et produit par l'agence So Wine.